Silence plateau, moteur. Ça tourne et... action! Bienvenue dans Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shot & Cut. Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son. Fois précédente, on a parlé framerate. Et quand j'ai parlé framerate, même dans le tout premier épisode, sur l'histoire du montage, je vous ai expliqué qu'il y avait 3 normes, 3 choses à prendre en compte dès le démarrage d'un projet, même avant la prise de vue, qui sont le framerate, donc ça a dû vous éclater à écouter ça de manière audio, alors je ne sais pas à quelle temporalité de la journée, et là on enchaîne sur la deuxième norme importante qui est la résolution. Et la résolution, pour simplifier en fait, c'est le rapport hauteur-largeur de votre image de tournage, de votre séquence sur la timeline, et même de votre composition dans After Effects, voilà. Mais pour comprendre quel est l'impact de cette résolution, prenons déjà l'exemple du tournage. Donc, si par exemple, vous avez une résolution donnée au montage et à la diffusion, on va prendre l'exemple du 1920 par 1080, donc ce qui est un Full HD, il faut savoir que en montage, alors c'est assez différent du côté compositing, mais quand on a une base de prise de vue réelle, on est pixelisé. Voilà. Donc ça veut dire que si on a tourné dans le format de montage, on ne pourra pas effectuer de recadrage. Alors, il est communément admis qu'on peut aller jusqu'à, si on part du principe que 1920 par 1080 c'est 100% de votre taille, jusqu'à 120%, on va dire que bon, ça passe. Mais généralement, on anticipe ce genre de demande. Et c'est pour ça que au tournage, on essaye de tourner dans une résolution qui est au moins 2 fois celle du montage. Donc l'équivalent, par exemple, de la résolution, du double de la résolution Full HD, c'est souvent le 4K. Donc ça a son importance dans un univers pixelisé, si on veut, par exemple, retoucher, recadrer, recréer du mouvement, ou même faire un champ contre champ, c'est-à-dire à la coupe dans un face cam ou dans un dialogue, de pouvoir passer d'un plan serré à un plan peut-être poitrine ou un peu plus large, ce qui, en termes de montage, masque la coupe. C'est comme si on effectuait un travail de réalisation, tel un réalisateur multicam sur le tournage. Donc vous voyez que ces résolutions, du fait de la pixelisation de l'image, ça ne se prend pas à la légère. Et je vous propose, au travers de cet épisode, un petit historique des résolutions, parce que, qu'on le veuille ou non, on est obligé de composer, à chaque fois que se rajoutent de nouvelles normes en termes de taille d'image, de composer avec cette évolution, et on voit aussi que même si les anciennes résolutions sont peu utilisées, on est amené à les retrouver sur sa timeline de montage, tout bêtement. Je vais vous prendre un exemple. Si on part sur une résolution des années 90 qui va être le SD PAL, si vous travaillez par exemple pour de l'archive, du documentaire, pour l'INA ou même pour un documentaire Netflix, vous serez amené à mélanger ces résolutions et à prendre en compte aussi ce dont on avait parlé dans le framerate, c'est-à-dire de l'entrelacement. Alors, ce qu'il faut dans cet épisode, qui est structuré de la même manière quasiment qu'un des cours que je pourrais donner dans un campus à destination des futurs professionnels de l'image et du montage. D'ailleurs, si certains et certaines m'écoutent, je leur passe le bonjour, et ils pourront peut-être commenter ou me faire un retour dans le réel si ça ressemble en fait à ce qu'ils ont pu entendre en cours, si c'est mieux, si c'est moins bien, si c'est complémentaire. Je serai preneur de toutes ces informations, et puis vous, en tant que, on va dire, cinéphile, professionnel, amoureux du format, faites-moi des retours aussi au fur et à mesure, pour me dire si cela vous aide, si je débunk des choses, et ainsi de suite. Donc, dans le déroulé en fait de cet épisode, on va le définir en 4 temps. C'est-à-dire qu'on va faire un petit point sur l'origine de ces résolutions qui est liée en fait à l'argentique, donc c'est-à-dire à la pellicule, au photogramme, pour ensuite passer au format bande, voilà, du DV par exemple, donc du format SD, pour ensuite enchaîner sur le format HD,
et pour terminer en fait sur les formats UHD, donc c'est-à-dire l'ultra haute définition. J'allais la faire en mode anglophone, mais vous sentez que le français a repris la place très rapidement. Donc là, je vous invite à un voyage en fait directement dans le monde de la pellicule. Donc en ce qui concerne l'argentique, on va remonter les deux formats les plus couramment utilisés et que l'on retrouve le plus souvent dans les salles obscures, c'est-à-dire le cinéma. Donc le tout premier format argentique pelliculé, donc je remets bien les plots d'usage, c'est-à-dire que je vais donner les formats communs et pas rentrer dans le détail, hein, ce n'est pas non plus un épisode dédié au photogramme argentique, mais depuis 1909, on utilise cinématographiquement parlant ce qu'on appelle le 35 mm. Et quand on est en pellicule, en fait, donc ce 35 mm étant la dimension de ce qu'on appelle le photogramme, c'est-à-dire la plus petite unité de la pellicule, donc c'est-à-dire votre plan sur la pellicule, l'instant arrêté, donc le photogramme. Et ce qui est intéressant à débunker dès à présent, c'est qu'à partir d'un photogramme, si on veut le développer, l'étendre, hein, donc il va y avoir un tirage, un procédé chimique, hein, donc qui est équivalent en fait à ce qu'on peut trouver en photographie. Alors n'étant pas photographe, je ne rentrerai pas dans le détail, mais globalement, après tirage optique, ce qu'il faut noter avec le 35 mm, à condition bien entendu qu'il ait été bien conservé, donc voilà, c'est tout aussi le défi en fait de la pellicule, de l'argentique, hein, c'est-à-dire que comme c'est analogique, il y a aussi des conditions en fait de conservation qui font qu'on ne peut pas non plus ad vitam tirer du négatif original sans qu'il y ait de la perte. Mais globalement, on va partir du principe que l'on tourne là aujourd'hui avec du 35 mm. On peut, une fois après tirage optique, on peut obtenir en équivalent numérique une résolution qui serait non pas du SD, non pas du HD, mais directement dans la case de l'Ultra HD, quelque chose équivalent entre le 3 et le 4K. Donc, ça veut dire que, globalement, pour ceux qui consomment en fait des remasterings en Blu-ray d'œuvres qui ont marqué l'histoire du cinéma, donc globalement, si c'est bien conservé, oui, en fait, c'est cohérent de pouvoir ressortir une œuvre dans un format 4K parce que le procédé en fait de tirage optique le permet. Donc gardez en tête que le 35 mm de base, en fait, qui équivaut quand vous allez au cinéma à votre projection 2D, donc c'est-à-dire globalement une exploitation en fait en 2K. Voilà, donc quand vous allez voir une séance ciné en 2D qui soit, alors là, en termes de ratio d'image, donc comprenez bien, quand on parle de résolution, on parle d'auteur-largeur. Donc là, je vais donner les grandes normes, mais après, on a des petits subterfuges, comme ceux qui ont été utilisés pour les grandes heures du western, c'est-à-dire par exemple le 2.35 anamorphique, où on va doubler en fait le négatif en longueur, donc le photogramme, pour obtenir une image plus large, mais globalement, c'est votre séance en 2D, en 2K, qui équivaut à un 2048 par 1080, donc c'est plus large que le 1920 par 1080, et ça c'est votre séance 2D, et elle existe depuis le début du siècle dernier. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est pour le côté 35 mm. Voilà. Et ça, vous le retrouvez en salle 2D. Côté argentique, on a un autre format que vous connaissez sous un nom, alors qui est un peu plus vendeur, hein, voilà, parce que vous vous doutez bien que IMAX, ça vend mieux que 70 mm, parce que personne n'y pipe rien, c'est-à-dire le grand public en a rien à foutre du nombre de millimètres, et s'il sera en salle, il n'a pas envie d'entendre une discussion qu'on peut entendre en fait chez les cadreurs ou les cadreuses ou les photographes, de savoir en fait à quel f de combien ouvre en fait un rapport 24 par 70 sur un objectif. Tout le monde a envie de se barrer, vous aussi peut-être quand vous entendez ça. Donc effectivement, l'IMAX est le nom de code derrière lequel se cache en fait l'autre format qui est le 70 mm. Derrière ce 70 mm, on va rentrer un peu plus dans le détail, on va trouver un photogramme qui est souvent un 65 mm en négatif,
qui devient par un premier tirage un 70 mm, qui, une fois finalisé au niveau du procédé chimique, on a, notez bien, enregistrez bien, l'équivalent d'un 12K numérique si on le souhaite. Donc ça veut dire, à la question est-ce que l'argentique s'est dépassé, vous êtes en train de comprendre que c'est pas forcément le cas. Voilà. Donc, si on devait citer des œuvres, et là il faut bien comprendre et bien faire la différence entre quelque chose qui va être tourné en argentique, développé en argentique et projeté en argentique, faites bien le distinguo entre l'IMAX pellicule et l'IMAX numérique. Donc ça on y reviendra dans le cas de l'Ultra HD et des œuvres notamment de James Cameron. Mais globalement, pour pouvoir dénicher en fait ces auteurs-là et ces films-là, déjà l'auteur du western spaghetti par excellence Sergio Leone, sachez que il est un grand utilisateur de ce format-là, notamment pour un film célèbre comme Once Upon a Time in the West, donc il était une fois dans l'Ouest. Mais plus récemment, Tarantino, pour les besoins des 8 salopards et de Once Upon a Time in Hollywood, voilà, donc il y a quand même un lien de filiation, donc vous êtes en train de le comprendre, il rend hommage à Leone et au Western Spaghetti à bien des niveaux, et notamment dans le process de tournage, c'est-à-dire que les 8 salopards, notamment à l'époque, étaient proposés aussi au public d'être visionné en salle dans ces conditions-là. Je vais prendre l'exemple qui est le mien, l'exemple toulousain, quand le film était sorti, au Gaumont-Wilson, donc dans chaque ville de France, je ne vais pas parler du monde entier, dans chaque ville de France, il reste encore des projecteurs pellicules et des projectionnistes capables, parce qu'il faut aussi le savoir-faire de passer du 70 mm, et on pouvait voir les 8 salopards dans son avant-première, dans les conditions dans lesquelles l'avait imaginé Quentin Tarantino. Autre, celui-là c'est le plus connu, autre aficionados du procédé argentique, et qu'on pourrait, on va dire, taxé de naturaliste, c'est Christopher Nolan. Et Christopher Nolan, vous avez pu le remarquer, si vous consommez ces films, rien qu'en Blu-ray, vous voyez les formats, les ratios évoluer, et on passe souvent d'un 35 mm à un 70 mm plein cadre, donc lui il le laisse comme ça, et au cinéma c'est exactement la même chose, et il y a eu une évolution, c'est-à-dire que entre The Dark Knight jusqu'à Tenet, on va dire que le pourcentage d'IMAX 70 mm évolue au fur et à mesure du film, et on est quasiment sur un 3/4 du film tourné dans ce format-là, et je crois que le point d'orgue étant Oppenheimer, qui mélange différents types de formats pellicules, allant même jusqu'à un tirage noir et blanc voulu au tournage et en post-prod. Donc voilà pour le point de l'argentique. Donc notez bien qu'on a deux formats références, donc le 35 mm et le 70 mm, et qu'à eux deux, ils arrivent à couvrir, après tirage optique, l'étendue des résolutions qui sont disponibles, voilà, sur vos logiciels de montage, sur vos logiciels de post-prod, et que c'est pas un truc de vieux au final, c'est plutôt un raisonnement que l'on a à la prise de vue, et si on en a le budget aussi, parce que gardez en tête que pourquoi le numérique s'est propagé aussi, c'est que on ne consomme pas de pellicule, donc ça coûte moins cher en fait, même si on a du disque dur, il n'y a pas de tirage optique, etc. Donc le process est plus allégé, mais on s'éloigne du côté analogique, du côté linéaire, hein, parce que n'oubliez pas que monter de la pellicule, on appelait ça du montage linéaire editing, contrairement à l'usage du montage virtuel, qui est du non-linéaire editing. Voilà. Gardez bien ça en tête. Donc ça, c'est pour le côté pellicule, et comme je l'ai fait pour l'histoire du framerate, bien entendu que cela était réservé à une élite, celle du cinéma, et quand est arrivée la télévision, donc le monde en fait finalement de la vidéo, c'est de là que viennent ces termes ridicules aujourd'hui qu'on peut trouver sur LinkedIn ou autre, où on parle de vidéaste en lieu et place de cinéaste. Donc moi ça m'a toujours fait sourire, parce que en fait c'est juste le format qui diffère, mais la technique est la même, donc pourquoi spécifier le côté, en fait je suis cinéaste de la vidéo, je trouve ça complètement con, donc au moins désolé pour ceux qui utilisent ce patronyme, mais
à un moment donné, je pense que le terme le plus judicieux serait de dire réalisateur pour réalisation, voilà, plutôt que de mettre cinéaste ou vidéaste, ça devient complètement con. Donc, surtout quand on prend des exemples comme Ridley Scott, alors Ridley Scott, il se considérait comme quoi? Parce qu'il a fait de la pub en vidéo et il réalise des films au cinéma. Je pense pas qu'il se soit taxé de vidéaste pour la pub et de cinéaste pour le cinéma. Il fait de la putain de réalisation, et c'était bien de mettre des mots vulgaires dans ce podcast, ce qui me rappelle mes autres interventions podcastiques dans d'autres ondes, voilà. Donc, ça c'est pour le point de l'argentique. Maintenant, on va passer en fait au format SD. Alors, il fait rire, hein. Donc c'est une famille de formats. Donc moi, il me fait rire parce que le format SD, donc cette famille de formats, s'appelle Standard Définition. Donc, faut avoir l'estomac accroché pour sortir des résolutions et les qualifier de standard pour toujours. Donc bon, écoutez, en tout cas, le terme reste. Et ça, c'est quelque chose qui émerge, alors fin des années 50, début des années 60, et qu'on va se coltiner pour du mastering jusqu'en 2010. Moi, j'ai eu livré des émissions pour Énergie 12 jusqu'en 2012. Vous voyez, il y a Énergie 12, l'année 2012, voilà. Donc, et on n'est pas, bien entendu, dans le film Catastrophe de Roland Emmerich, hein, si vous aviez la ref. Donc, ces formats-là répondent aux besoins du procédé de diffusion télévisuelle. Donc, quel est-il? Donc, c'est-à-dire que quand on est en télévision, donc c'est vraiment différent de la pellicule, et encore différent de l'ère numérique, c'est-à-dire que la base de la télévision, c'est le tube cathodique. Et le tube cathodique, qu'est-ce que c'est? Finalement, si vous alliez dans le garage de vos grands-parents et que vous le mettiez de profil, vous remarqueriez, mais quand vous enlevez la coque à l'arrière, qu'on dirait un œil. C'est un canon à électrons, et en lieu et place en fait du pixel à l'écran, ce sont ce qu'on appelait des luminophores, donc des diodes en fait. Hein. Donc ils sont un petit peu, donc elles sont pas carrées, elles sont un peu étirées par le haut, donc elles sont de forme ovale et découpées en 3. Pour le RVB, rouge, vert, bleu, donc vous comprenez déjà que à ce moment-là, on installe aussi une autre caractéristique du signal vidéo en lui-même, qui est le fait qu'ils sont en RVB et non pas en quadri ou CMJN. On n'est pas dans le monde du graphisme. Donc, ces diodes, ces luminophores, comme elles ne sont pas carrées, impose déjà une déformation de l'image par sa plus petite essence qui deviendra ensuite le pixel. C'est pour ça que quand l'on monte virtuellement, si vous suivez toujours, quand on arrive à l'ère numérique du montage virtuel, on y montera du pixel qui n'est pas carré parce que l'écran de diffusion a quelque chose qui n'est pas un pixel mais un luminophore. C'est pour ça que le format 4/3, qui est le tout premier format, qu'on appellera le SD, alors, du coup, soit PAL, soit NTSC, en fonction du zonage, en fait, et son ratio pixel sera à 1,09. C'est pour ça que le 4/3, au final, ce n'est ni carré ni rectangulaire. C'est un truc un peu bâtard entre les deux. Donc, ces luminophores, ils sont distribués sur l'écran, sur la dalle du tube cathodique en ligne. C'est pour ça que à l'époque, on parle d'une résolution de 720 par 576 lignes. Et ça, c'est plutôt pratique de parler de lignes, parce que arrive avec l'ancêtre de la compression numérique, qui est l'entrelacement, qu'on a déjà abordé dans le podcast sur le framerate, où on affiche selon le taux de rafraîchissement de l'écran. Donc nous on est en Europe, donc on est en 50 Hz, donc on affiche une ligne sur deux, donc ça veut dire qu'on fait des demi-images très rapidement, voilà, sur le taux de rafraîchissement, ce qui fait qu'on entrelace, et ce qui fait qu'on parle de ligne paire ou impaire, donc sur cet écran, ce tube cathodique. Donc voilà, on prend les multiples, donc si c'est la ligne numéro 2, c'est la paire, si c'est la ligne numéro 3, c'est l'impaire, et ainsi de suite, et il y en a 576, voilà, donc vous voyez à peu près le bordel, c'est un peu la fête foraine, si on pouvait le voir au ralenti, ce rafraîchissement de la dalle du tube cathodique. Donc,
ce format-là, retenez bien, donc le premier SDPAL, parce qu'on va parler du côté européen, c'est un 720 lignes par 576 lignes, qui deviendront ensuite des pixels, parce que à l'époque, même si c'était un format sur bande, hein, donc ce format SD, on l'appellera aussi le DV, donc vous aurez des formats bande qui sont le DVCAM pour le plus connu, le mini DV pour le semi-pro, vous aurez le Betacam, le digital Betacam, donc le Betanum, donc on a tous ces formats-là sur bande, hein, les cassettes sont de plus en plus grosses, voire de plus en plus petites en fonction de la dénomination du support, et avant de pouvoir les numériser, les digitaliser sur un logiciel, eh on faisait ce qu'on appelait du montage multibande sur des scopes professionnels, donc c'est-à-dire qu'on avait tout ce que vous avez en hardware, quand vous le rajoutez sur un soft de montage, on avait un magnétoscope, une espèce de gros magnétoscope avec un joggle permettant de faire du ralenti, de l'accéléré, de la marche avant, de la marche arrière, de faire de la sélection des points de montage in-out et d'avoir une petite mémoire, hein, pas grand-chose. Hein. Je crois que ça retenait 1 ou 2 plans en mémoire, ce qui faisait que... Ça, je le dis souvent, moi j'ai été formé au début des années 2000 dans mon BTS sur l'usage en fait du montage multibande, et l'exercice c'était de tout câbler, donc dites-vous bien que câbler un de ces scopes, c'est comme câbler le cul d'un car régie, hein, voilà, il y a 1 million de câbles, hein, et c'est souvent ce qu'on appelait, et aujourd'hui, enfin ce qu'on appelait du SDI et qui a été remplacé par du HD SDI, hein, donc au final du BNC, hein, ce genre de broche, hein. Donc vous pouvez clipser à l'arrière. Donc on avait les signaux RVB qui étaient divergés et on câblait tout ça. Ensuite on avait un plan de montage, hein, qui était souvent un cut assez court, 1 minute 30 à 2 minutes en mode news, et on avait 2 plans en mémoire, donc si on se plantait à un moment donné, il fallait tout recommencer. Donc il n'y avait pas de CTRL-Z là-dessus. Donc on va dire que c'est un peu au montage ce que le jeu vidéo old school était aux gamers en fait. Hein. Donc les meilleurs gamers étaient ceux qui arrivaient à garder en mémoire le pattern du jeu. Hein. Donc je pense au Street Fighter et autres beat'em all de la grande époque. Hein. Même si on pouvait trouver à un moment donné des cheat codes, je vais arriver à le dire, en fin de tableau, il fallait quand même tous farcir au moins une fois au début. Donc il fallait être aguerri. Donc ça, c'était le point de départ, donc le montage multibande, et puis après est arrivé, alors je ferai un épisode, hein, sur l'histoire des logiciels de montage, est arrivé, bon, pour le plus connu, Avid Express Pro, avant que ça devienne Media Composer par la suite, et ensuite est arrivé Final Cut, Premiere, et ainsi de suite, mais globalement, la seule différence avec le montage multibande, c'est que on avait l'acte de numérisation, d'ingestion, de digitalisation, qui faisait que, en gros, on avait 2 options. C'est-à-dire que soit on pouvait, parce que gardez en tête qu'on tournait sur bande, donc ça voulait dire que on avait quasiment un tourné-monté, une sorte d'ours. Donc soit on numérisait par lot, c'est-à-dire que on se faisait une petite liste de dérochage. J'ai fait ça, moi, en stage, pendant ma première année de BTS, hein, croyez-moi. Donc ça, c'est encore une autre chose. Donc c'est-à-dire que, admettons que vous ayez une bande DV d'1 heure, vous la regardez avec le scope en lui-même. Vous notez du coup votre timecode à chaque fois, vous notez si le plan il est bon, et ainsi de suite, toutes les caractéristiques du plan, et ensuite vous allez dans le logiciel, dans la partie numérisation, vous rentrez toutes ces informations de timecode, et pour peu, attention, que sur la bande il n'y ait pas de rupture de timecode, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour une raison X ou Y, que le timecode n'ait pas été régénéré, le logiciel peut piloter en fait le scope interne de la caméra ou votre scope DV à part, et aller chercher les plans et les numériser un par un. Comme vous pouvez lancer aussi, donc là par exemple, je vais vous donner le terme qu'il y avait sur Avid, un crash record, donc c'est-à-dire que vous faites fi, vous omettez en fait le timecode source et vous numérisez tout du début à la fin. Généralement c'est comme ça qu'on faisait pour gagner du temps, donc on numérisait les 1 heure et après on dérochait dans le logiciel, et on faisait ce qu'on appelait des subclips, des sous-clips,
Donc c'est une fonction que vous avez toujours en fait sur n'importe quel logiciel de montage, hein. Il vous suffit de charger un rush, vous mettez un in et un out, et plutôt que de poser son itération sélectionnée sur la timeline, et ben vous la glissez dans votre fenêtre de chutier, dans votre bin, et ça vous fait un sous-clip, c'est-à-dire une itération du rush source. Voilà. Donc aujourd'hui, à l'ère du numérique, du tournage sur disque ou autre, ça n'a que peu d'intérêt. Et généralement, on découpe par clip et on va référencer directement dans les métadatas dans le logiciel les informations directement sur le rush. Voilà. Et le rush est souvent un plan tourné et non pas un bout à bout comme on l'avait sur une caméra. Donc voilà. Donc, on a eu dans le format SD ce premier format, qui est le 720 par 576, avec un ratio pixel déformé à 1,09, et très rapidement est arrivé le besoin. Quel est-il ? Donc gardez bien en tête que quand vous alliez voir un film au cinéma, il était en 2,35, c'est-à-dire un rapport 16 par 9, et que quand vous le regardiez chez vous, confortablement installé, soit en location VHS, soit à la télévision, et ben, vous aviez un format carré, donc un 4/3. Donc souvent, on recadrait avant la sortie vidéo, ce qu'on appelait un pan and scan, et on perdait quand même des informations dans l'image. Donc ça, comprenez bien que ça ne pouvait pas durer dans le temps, et c'est pour ça qu'on a développé un autre format, et qui permettait de rentrer un rectangle dans un carré, donc c'est-à-dire rentrer le format 16/9 dans votre écran à tube, avant qu'il ne devienne un écran 16/9 lui aussi, hein, parce qu'après il y a eu des tubes cathodiques en rapport 16 par 9, mais au départ il y avait cette volonté de mettre un rectangle dans un carré, et c'est un petit peu la même réflexion qu'on peut avoir dans Apollo 13, hein, si vous avez la référence, où à un moment donné, ils doivent rentrer un carré dans un cercle pour pouvoir sauver l'équipage, et ils testent ça directement à Cap Canaveral, s'enferment pendant 24 heures pour résoudre le problème. Ben là, c'est un peu le même système, et comme on ne peut pas changer l'équipement chez les gens, mais qu'on a vu que du coup le luminophore déforme et qu'on déforme déjà en post-prod et à la prise de vue, ben on se dit qu'on peut déformer un peu plus et intégrer dans les nouvelles générations de téléviseurs une fonction qui s'inspire en fait de l'anamorphose, hein, qu'on avait déjà en 2.35. Donc ça veut dire que globalement, on va déformer encore plus le pixel, on va le déformer à un rapport de 1,42, donc quasiment 1 fois et demi sur lui, et incorporer dans ce qui arrivera par la suite certains types de magnétoscopes, par la suite les lecteurs DVD, et bien entendu après les décodeurs, hein, voilà, donc les ancêtres des box, hein, les décodeurs Canal+, CanalSat, TPS et ainsi de suite, une fonction disponible sur la télécommande, après on l'aura aussi sur les téléviseurs, qui vous permet de passer de 4/3 à 16/9. Voilà, donc ça c'est pas, voilà, je débunk un peu ce truc là, donc ça c'est pas la télé qui vous permet de faire ça, quelque part, c'est plutôt une problématique de pouvoir remettre dans un autre ratio la source qu'on lui envoie en fait. Et c'est comme ça qu'on obtenait ce format cinémascope dans nos écrans, et que nous passions, moi en tout cas ma génération issue des années 80, à essayer de régler on va dire le ratio luminosité-contraste de notre écran pour que les bandes soient d'un noir profond et pas qu'on ait une espèce de noir délavé, hein. Donc je pense que les compatriotes de mon époque apprécieront cette petite référence à un passé qui a complètement disparu. Alors c'est peut-être à ce stade aussi de l'épisode que vous êtes en train de réfléchir et de vous dire que cette fonctionnalité de passer de 4/3 à 16/9, vous l'avez de nouveau encore sur les écrans d'aujourd'hui, et aussi sur vos box internet, hein, quel que soit l'opérateur, et ça veut sûrement dire que ce que vous recevez par non plus votre râteau, mais par votre câble RJ45 ou par le Wi-Fi, c'est peut-être parce qu'on vous envoie du déformé. Mais ça, on y viendra un peu par la suite. Mais voilà, retenez bien ces deux formats pour le SD, c'est-à-dire le 720 par 576
en 4/3 pour un ratio pixel 1,09 et la même chose 720 par 576 avec un ratio pixel de 1,42 pour le format 16 neuvième. C'est ce qu'on appellera finalement ce format-là, le SD anamorphosé, et qui est typiquement le format DVD de l'époque. Donc ce format SD, donc notez bien parce que je l'avais rappelé, on se le coltine jusqu'au début des années 2010, et dites-vous bien que dans les tréfonds des chaînes TNT, vous avez encore des programmes qui sont diffusés dans ce format-là, c'est pour ça que vous les avez de piètre qualité, malgré que l'on soit en Full HD, et des fois vous tombez même sur des formats quasiment en 4/3. Moi je crois que j'étais tombé il y a encore 1 ou 2 ans en arrière sur Gulli, sur des vieilles rediffusions, alors pas que je regarde Gulli, c'est ma progéniture qui avait zappé là-dessus, et il y avait quelques rediffusions de cette fabuleuse série française qui s'appelle L'Instit, et qui était en 4/3, même encore, je me rappelle de quelques années en arrière, avant que ça se retrouve sur les plateformes de VOD, Friends, la série culte américaine, était encore diffusée par chez nous, malgré notre diffusion numérique HD, dans ce format-là. Et gardez en tête que ce format SD PAL, donc voilà, format DVCAM et DVD, vous pouvez y être confronté dans le cas du documentaire. Moi je pense beaucoup à cette vague qu'on a sur Netflix, du True Crime Story, et du coup à la française. Donc quand vous avez par exemple une mini-série sur l'affaire Grégory, beaucoup, on va dire que la moitié des sources, parce qu'ils retournent des interviews, vont utiliser des sources dans ce format-là. Donc vous serez amené, pour ceux et celles qui bossent sur ce type de contenu, à manipuler de l'anamorphosé, donc du déformé, et surtout de l'entrelacé. Donc, dès le début des années 2000, commence la course effrénée du numérique, et surtout de ce qu'on appellera de manière grandiloquente la HD pour haute définition, high definition, en version originale, et c'est moi dans cette période-là d'arrivée des formats HD que j'ai débuté ma carrière en post-production, et j'ai pu voir très rapidement que dans cette famille, un format n'a duré qu'à peu près 6 mois. Voilà. Donc le tout premier format qui émerge, et celui-là, il est par le biais, parce que c'est toujours pareil, ce sont des fabricants liés à des consortiums, on le verra aussi, que ces consortiums interviennent aussi sur des normes de compression, ça sera pour un futur épisode, mais globalement c'est des associations de marques, voilà, qui poussent vers un format, et le premier format à émerger, donc chez nous, de manière francophone, qui s'appelait à l'époque le HD Ready, donc pour ready, pour prêt, donc déjà il pouvait être soumis à suspicion, parce que dites-vous bien que le truc s'appelle HD Ready. Pourquoi ça s'appelle pas HD tout court? Donc on sent poindre l'arnaque, et ça, ce sont les fabricants de caméras JVC et Panasonic qui sont porteurs en fait de ce format-là. Alors on se dit que à cette époque-là, ça y est, donc c'est l'ère aussi du graphisme, de l'infographie, donc des Photoshop, Illustrator, parce que pour peu que vous ayez bossé en agence, vous avez pu nouer des relations avec des graphistes et des illustrateurs, et eux, c'est un monde parfait, donc ils ne comprennent pas votre histoire de pixels déformés, eux ils bossent en pixels carrés, et la promesse en fait de cette famille de format HD, c'est de bosser en vidéo comme eux bossent en graphisme, c'est-à-dire en format carré, parce que, petite anecdote là-dessus, à cette époque-là, quand on bosse en anamorphosé, ça veut dire que dans votre logiciel de montage, tout graphisme émanant d'un logiciel de compositing comme After Effects, ou même de Photoshop ou d'Illustrator, doit être fourni dans ce format-là. Donc c'est un crève-cœur. Donc c'est-à-dire que vous pouvez bosser en pixels carrés et après exporter la même chose en pixels déformés, ce qui amenait notamment sur tout l'habillage rectiligne et les textes, cet effet d'escalier, voilà, typique
de l'entrelacement et de la déformation. Donc la promesse du pixel carré, c'était la promesse d'avoir un habillage où les lignes étaient propres. Voilà, donc déjà, c'est ça l'évolution de l'époque. Donc avec ce premier format HD Ready se cache en fait en sous-main le nom plus technique du 720p, et prenez l'habitude parce qu'à partir de la HD, en fait, on va prendre le ratio de hauteur comme dénomination en fait de la norme technique de résolution. Donc quand vous entendez 720p 1080p, en fait c'est la hauteur de la résolution et pas la largeur. Donc pour ce 720p, faites aussi attention de ne pas commettre l'erreur qui a été commise à l'époque. C'est-à-dire que quand on parlait de 720p, les gens avaient communément pensé qu'on parlait de 720 pixels. Le P que vous avez devant la résolution n'a rien à voir avec les pixels, c'est pour progressive. Et progressive, si on le traduit en français, c'est progressif, c'est l'inverse d'entrelacé. Donc il y avait une double promesse avec le format HD. La promesse d'un pixel carré et la promesse d'une image non déformée. Vous verrez que très rapidement, ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, pour ce format-là, nous avons 1280 par 720 en progressif, 25 images et de manière carrée. Donc ce format-là, pourquoi il ne dure que 6 mois? C'est parce que 6 mois plus tard, Sony, autre fabricant d'écran et de caméras, il casse un peu le game parce que lui sort ce qu'on appelle le Full HD. C'est pour ça qu'il s'appelle Full en fait. C'est parce que comme on a eu le HD Ready, il a fallu se distinguer et donc lui il a appelé HD Total. Je me rappelle, et ça fera sourire peut-être certains de mes étudiants et étudiantes qui m'écoutent, c'est que quand je leur explique en cours, moi je prends toujours l'exemple du vendeur de la Fnac, parce que c'est souvent quand on est professionnel, quand on a un problème avec du câblage HDMI, bon, on va pas filer chez un grossiste, on va dire que le magasin le plus proche c'est un boulanger ou une Fnac, et je me rappelle encore de cette période, c'était en 2006, moi j'étais parti pour acheter du câblage HDMI, on avait pour la boîte pour laquelle je bossais, il y avait une Projo, donc c'était pour un client pour Airbus, et on avait des câbles HDMI défectueux, donc j'étais parti, regardez comme j'ai la mémoire assez fine, chercher du HDMI à broche dorée, parce qu'il véhicule mieux le signal que la broche classique métallique, et voilà. Et donc, j'étais parti chercher ce câblage et j'entendais ce vendeur de la Fnac raconter un peu n'importe quoi au daronne de passage venu acheter un écran et un lecteur DVD où il expliquait que de toute manière, le Full HD, c'était le format ultime et qu'il n'y aura rien de supérieur derrière. J'ai envie de vous dire le fou. Voilà, mais bon, et il avait ce gros sigle HD doré lumineux qui était derrière lui, et il avait un espèce d'aplomb, donc il faisait de la vente, mais de la vente mensongère, donc moi ça m'avait fait beaucoup rire, j'avais raconté ça à mon boss de l'époque, c'est peut-être la seule période où j'ai été salarié dans ma vie, donc 3 ans, de 2006 à 2009, mais ça sera une autre histoire que je raconterai peut-être sur un épisode, une sorte de hors-série, où je parlerai de mon parcours, etc., les différences entre le salariat et l'indépendance, donc du coup l'auto-entreprise et ainsi de suite. Donc refermons cette parenthèse, donc voilà, Sony casse le game avec ce format-là et propose un 1920 par 1080, lui aussi progressif, lui aussi en pixels carrés, et ce format-là, ce 1920 par 1080 25 images progressif, ça deviendra le format Blu-ray. Et ça deviendra aussi, contrairement au format précédent, votre standard actuel. Donc quand je dis actuel, ça veut dire que ce standard va bouger dans le temps, bien entendu. Les résolutions augmentent, les connectivités aussi, les écrans aussi, les caméras aussi, les logiciels aussi, et les formats de diffusion également. Donc ce qui est standard à un moment donné ne l'est plus. Mais en tout cas, retenez bien ce 1920 par 1080, donc ce Full HD, c'est le standard actuel de diffusion, et le format Blu-ray et aussi le format sur le web. Voilà. Alors, ça c'est une jolie petite histoire. Maintenant, on va parler du soubassement, parce qu'il existe un troisième format, moins sexy. Lui, il s'appelle pas Total HD ou HD à moitié ou je ne sais pas quoi. Il s'appelle 1080i. Ou HDV, souvent on le connaît sous le terme HDV, parce qu'il y avait encore des bandes qui tournaient dans ce format-là.
Celui-là, il est moins drôle et c'est celui-là que j'ai manipulé le plus et qu'on manipule encore en télévision. Donc vous avez compris que son i, c'est pas pour image, hein, si on le compare au p de pixels pour progressif, c'est pour interlist, et derrière ce format 1080i se cache quoi? Le format de diffusion de la télévision française depuis l'année 2012 jusqu'à encore aujourd'hui, hein. Donc du coup vous notez bien que ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Et pourquoi je note cette année 2012, hein, non pas toujours en référence comment on appelle ça, au film de Roland Emmerich, hein, sur la fin du monde, et la prédiction Maya, c'est que entre 2012 et 2016, il y a une vaste campagne francophone de passage à la TNT numérique, hein, qui aboutira en 2016, hein. Pour ceux et celles qui ont vécu cette période, vous vous rappellerez de la télé rouge et la télé bleue, hein. C'était la communication qu'ils avaient utilisée. La télé rouge, c'était ton ancien tube cathodique, réception râteau, et la télé bleue, c'était ta dalle LCD branchée sur une box, ou du moins sur le râteau, en intégrant un décodeur TNT à l'intérieur pour pouvoir décoder la suite de 1 et de 0 qui était envoyée par le râteau, et non plus les ondes comme c'était avant. Voilà. Donc, ce format-là, c'est un 1440 par 1080. Donc, finalement, on perd en largeur et pas forcément en hauteur. Pourquoi ? Parce que le ratio pixel est déformé à 1,33. Voilà. Donc, c'est légèrement en dessous du 1,42. Et c'est légèrement au-dessus du 1,09. Et en plus, celui-ci, il est entrelacé. Donc, ça veut dire que si vous voulez trouver sa trace en compression, il vous suffit de regarder n'importe quel programme de télé-réalité en streaming, et cela expliquera pourquoi sur les lignes rectilignes, vos yeux saignent et vous avez l'impression qu'il y a un maillage qui se déplace à l'écran. C'est parce que vous voyez la compression basse de l'entrelacement qui n'a pas été désentrelacé par les chaînes, hein, parce que bon voilà, on va dire qu'ils compressent cela à la volée et le distribuent aux chalands pour qu'ils puissent le consommer sur leur VOD dédié sur toutes les box internet et ainsi de suite. Donc voilà, donc ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est que si vos téléviseurs actuels, vos box, vous permettent de passer de 4/3 à 16/9, c'est pas parce qu'il y a un fou quelque part qui a eu le souhait de regarder du contenu numérique en 4/3, c'est parce que ce qu'on vous envoie est déformé. Donc le seul endroit où vous avez de la HD ou plus en n'étant pas déformé, voilà, ça sera peut-être votre console de gaming, hein, qui elle-même va générer la résolution et le framerate et le balancer sur votre écran, votre caméra si vous la branchez directement, et sûrement votre lecteur Blu-ray ou Blu-ray 4K qui lui a une source en fait sur disque qui ne va pas être déformée, mais qui vous permettra peut-être de déformer aussi parce que l'écran le permet. Voilà. Mais globalement, ce que vous recevez aujourd'hui, je parle pas des plateformes de stream que vous pouvez les zapp sur votre télé numérique, je ne parle pas de ça, je parle vraiment en fait de ce qui est balancé en fait par les régies françaises via les canaux de diffusion, c'est-à-dire qu'on vous envoie les 3/4 du temps, si on met entre parenthèses les grands programmes sportifs et les apps sur les TV, on vous envoie encore à l'heure actuelle un ratio déformé en HD. Voilà ce qu'il faut retenir. Alors à la question qu'on pourrait se poser, pourriez me poser, et dit on fait comment alors du coup quand on diffuse, comment toi tu faisais? Eh ben de toute manière on s'emmerde pas, hein. Vous tournez soit dans le standard, c'est-à-dire en 1080p, soit au-dessus, vous montez en 1080p ou soit au-dessus, et après c'est vraiment à l'exportation du PAD que vous allez rentrer les normes, hein. Donc c'est souvent, de toute façon je vais vous le dire, hein, un 1080i, on va vous demander de coder, on peut choisir en priorité quelle trame dans l'entrelacement on affiche, c'est souvent une trame inférieure, donc la trame impaire, et qu'on leur fournit en Apple ProRes 422 HQ ou en DNX HD. Voilà, mais le plus commun aujourd'hui c'est l'Apple ProRes, voilà pour le format du PAD que l'on va distribuer en télévision quand c'est une diffusion classique par voie hertzienne ou par box numérique.
Mais bon, vous l'aurez compris que la course à la résolution continue, malgré en fait l'émergence de la HD. Donc déjà, on va dire quand la France passe officiellement à la TV numérique HD en 2016, on a déjà à disposition, voilà, les premières caméras Ultra HD, UHD. Alors moi je m'étais posé la question à l'époque, je m'étais dit bon, ils ont fait le SD, le HD, comment ils vont appeler la suite? Le SHD pour Super HD. Bon, ils ont choisi Ultra High Definition et j'ai envie de vous dire, ça ne s'arrêtera pas là. Donc écoutez, moi je mise pour un MUHD, Mega Ultra High Definition, pour les années 2030. Tiens, prenons les paris. Si cet épisode est toujours disponible et que je suis toujours en vie, vous pourrez m'envoyer un commentaire pour savoir si j'avais raison. Donc, comme on l'a vu avec l'argentique, les résolutions ne s'arrêtent pas là en fait. Voilà. Donc, globalement, on ne fait que courir. Alors ça, c'est assez intéressant. Et les monteurs-monteuses qui m'écoutent seront d'accord avec moi. Ce qui a toujours été drôle avec le numérique, c'est qu'on passait son temps, et surtout à l'étalonnage, à mettre des filtres, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, hein, à essayer de se rapprocher en fait d'un rendu pellicule, d'un rendu chaud en fait analogique. Voilà. Donc il en est de même pour les résolutions. Donc en numérique, on passe son temps à accrocher les wagons avec ce que permet de faire l'argentique. Et très rapidement, en 2016 arrive une première résolution, et puis là on s'emmerde plus en fait. Je vous avais dit qu'on parlait de P derrière la résolution, ben là on fait un petit peu comme les traders, voilà, quand ils parlent de leurs revenus, ils parlent de K pour 1000 en fait, hein, ou comme dans les jeux vidéo, hein, tu vois, NBA 2K 19 ou ainsi de suite, et ben là le premier format, et on fera le distinguo entre natif, c'est-à-dire à pixels carrés et bonne proportion, et le côté entrelacé, hein, parce que de toute façon on se le cogne quoi qu'il arrive, parce qu'on est en télé et qu'il y a à garder en tête un rafraîchissement des écrans et que on se fout de votre gueule parce qu'on affiche une trame sur deux, donc il y aura toujours un truc déformé, et tant qu'on n'aura pas changé les modes de réception, ça restera la même camelote en fait quelque part, et il faudra jongler entre le format pur, hein, natif, et l'espèce de tambouille qu'on livre en télévision, mais globalement le premier format à émerger c'est le 2K. Et le 2K, il est intéressant, donc il arrive en 2016 quand on le regarde, parce qu'il fait 2048 par 1080. Et j'en ai déjà parlé en intro de cet épisode, c'est-à-dire que c'est un tirage optique de base d'un 35 mm. Voilà, qu'on sait globalement faire depuis le début du siècle dernier. Et on pourrait se dire, donc il est un peu plus large, hein, donc il a ce ratio un petit peu proche du 2,35, et on pourrait se dire, mais en fait, quel intérêt d'augmenter de peu de pixels juste après le Full HD, hein, 1920 par 1080, et face à un 2048 par 1080, on pouvait pas sortir ça directement. Eh ben ça, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme avec les iPhones ou avec les modèles de GoPro. Pourquoi vous faire raquer une fois alors qu'on peut vous faire raquer plein de fois en fait. Voilà, donc c'est à peu près ça l'idée. Donc effectivement, quand je vois ça émerger, donc que ça soit chez des fabricants, parce qu'on a des nouveaux venus en termes de caméras, notamment Blackmagic, Blackmagic sortent des caméras qui font des formats 2K, voire 2,5K, voire 3, des formats d'entre-deux, un peu bâtards, histoire de vendre leur cam. Et ouais, c'est un peu couillon, c'est un peu la foire d'empoigne à ce moment-là, comme souvent hein, au démarrage d'une nouvelle famille de formats. Mais bon, comptez sur moi pour vous faire un dégrossi. Donc globalement, là-dedans, ce qu'il faudra retenir, c'est que c'est pas celui-là qui va s'imposer, mais c'en a un autre qui n'était pas prévu au départ. Donc, si on suit le raisonnement, le numérique essaye de copier, on va dire, l'argentique, et émergent assez rapidement les équivalents 35-70 mm. Donc c'est-à-dire que le 2K est l'équivalent numérique en fait du 35 mm, un tirage de base, et le 5, mais plus communément aujourd'hui le 6K, qui s'est imposé plus largement, va lui du coup concurrencer l'équivalent du 70 mm ciné. Voilà. Mais ce qui s'impose en termes de normes, c'en est un autre qui n'était pas prévu au départ, hein, quand j'ai parlé des formats bâtards, hein, 2, 2,5, 3, c'est le 4 en fait, le 4K. Et la raison pour laquelle il s'impose, c'est que gardez en tête qu'il y a une course au développement et qu'à un moment donné, il faut vendre des écrans. Et en fait, ce sont les fabricants d'écrans qui ont poussé
un format à eux comme étant la nouvelle norme. Parce qu'à un moment donné, c'était la course, un petit peu comme avec les bagnoles, hein, donc il faut avoir le gros SUV, donc le signe ostentatoire de réussite pour à un moment donné un daron ou une daronne, c'est d'avoir un grand écran dans son salon. Donc vous avez compris que de toute manière, on recevait même pas un Full HD, donc c'est-à-dire un 1080i. Et ces gens-là ont affiché ce 1080i sur des écrans beaucoup plus grands, en résolution 4K en fait. Et vu qu'on a vendu au taquet d'écran, eh ben on a poussé au cul pour que ça devienne un format. La première chose qui émerge assez rapidement pour que ces écrans 4K continuent de subsister et équipent les salons, eh ben c'est de proposer un équivalent sur disque. Parce que gardez en tête qu'après le Blu-ray, parce que le Blu-ray c'est pas un truc qui est vendeur, hein. Autant le DVD, ça a bien explosé, ça c'est un autre sujet hein, que je vais pas développer ici, mais je vous la fais courte là-dessus. Autant le DVD, ça a été un bon compromis par rapport à l'usage de la VHS, autant le Blu-ray, ça n'a pas non plus décollé des masses. Moi, par rapport à mon autre podcast 7ème Dimension, où je récupère des éditions remasterisées de films en Blu-ray 4K, mais c'est une niche, et c'est réservé aux passionnés. Parce que dès le départ, Steve Jobs, à l'époque, misait sur le dématérialisé. Voilà pourquoi iTunes, voilà pourquoi l'iPod, et voilà pourquoi sur des Mac, il n'y a jamais eu de lecteur Blu-ray en fait. Voilà, on pouvait y brancher des trucs d'autres marques, mais il n'y avait pas de lecteur Blu-ray intégré, contrairement aux anciennes versions des iMac qui intégraient des lecteurs DVD. Donc il n'y avait pas de volonté que le support physique subsiste. Ce sont vraiment ces fabricants qui ont poussé au cul, et de là est arrivé le Blu-ray 4K. Donc le Blu-ray 4K permettait de répondre à des besoins de niche et de brancher sur l'écran, et de l'autre côté, les régies, la diffusion, s'est alignée, et le 4K est devenu en fait le futur standard qui commence à s'imposer. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce 4K là, où c'est qu'on le retrouve? On le retrouve déjà sur les apps de streaming que vous utilisez sur vos Smart TV. Oui, je cherchais le nom tout à l'heure, hein, parce que je parlais de TV avec app, c'est Smart TV. Donc c'est-à-dire que quand vous regardez Prime Video, Netflix ou Disney+, la dernière nouveauté qui a été tournée pour la plateforme, voilà, parce que ça reste des studios qui produisent du contenu pour les plateformes, vous est proposé en HDR, et ce qu'on appelle le HDR, c'est ce fameux 4K en fait. 4K auquel vous avez droit si votre connectivité internet vous le permet. Donc c'est-à-dire qu'à partir de la DSL2+, mais ce qui est conseillé c'est la fibre, on peut afficher ces contenus en HDR. Donc le 4K devient cette norme sur les apps disponibles sur les Smart TV. De l'autre côté, on a d'autres apps TV, parce que beIN Sport, tous ces bouquets sportifs, c'est pareil. Donc ça veut dire qu'ils diffusent dans ces formats-là. Et bien entendu, la télévision traditionnelle s'y met, notamment pour Roland Garros. France Télévisions propose du 4K, qu'on va retrouver en ligne, mais maintenant, l'idée, c'est que toutes les régies sont en train de s'orienter pour faire évoluer leur matériel, donc ils tournent déjà dans des formats 4K ou supérieurs pour faire évoluer en fait leur système, et à terme, donc notez qu'il aura fallu, si je dis pas de bêtises, qu'on remonte les informations, donc 2006 apparaît la HD, 2016 ça devient le standard, 2016 apparaît l'Ultra HD, donc à mon avis 2026-2027, le Full HD le 1080i dégagera pour être remplacé par non pas le 4K natif, mais celui qu'on appelle le UHD. Voilà, donc il y en a deux. Il y a le UHD1 qui fait 3840 par 2160, qui, si on y regarde de plus près, est éloigné du 4K natif, qui est 2 fois le 2K, donc 4096 par 2160. Donc c'est un format légèrement au-dessus, en dessous je veux dire. Et qui va être, et je vous le donne en 1000, puisque si les modes de diffusion et de rafraîchissement écran ne changent pas, est déjà entrelacé, voilà, parce que je livre déjà dans ces formats-là, donc est déjà entrelacé avec un ratio pixel légèrement déformé. Et ensuite, vous trouvez un autre UHD, celui qu'on appelle le UHD2, qui lui est destiné aux télé en 8K, et qui est inférieur aussi au 8K natif. Donc 8K natif, c'est 8192 par 4320, alors que ce UHD2, c'est 7680 par 4320. Donc voilà un petit peu le futur de nos modes de réception télévisuelle, et aussi le mode de diffusion appliqué par les géants de la SVOD, donc Special Video On Demand, hein, voilà, donc sont Netflix,
Prime Video, Disney+, et tous les autres qui émergent, HBO Max, Paramount+, et ainsi de suite. Et YouTube est aussi considéré maintenant comme une de ces plateformes-là. Arte TV peut être... Et c'est vraiment l'évolution qui est proposée par la télévision de manière traditionnelle, c'est que le mode à terme, donc on se fait un +10, le côté je regarde quelque chose en direct par un moyen de réception traditionnel sera complètement minoritaire ou voire aura complètement disparu. Ça sera vraiment l'hégémonie des Smart TV et on regardera des bouquets disponibles comme cela. C'est déjà l'évolution qui peut y avoir sur le rassemblement qu'on a depuis quelques années des grands groupes de chaînes comme France TV. On le voit dans leur logo, il y a cette volonté-là. Canal+ aussi a déjà fait la migration, qui est notre réponse en fait française à Netflix, et me citez pas Salto, ça a été une bien piètre réponse, au moins ils auront essayé, mais voilà, c'est vraiment Canal+, voilà, et notamment sa plateforme en ligne, qui est une évolution, voilà, qui eux ont compris, en produisant du contenu original et ainsi de suite, voilà, donc c'est la réponse française à Netflix, et la télévision française généraliste a tout intérêt à faire ça si elle veut survivre. Mais revenons-en à nos formats. Donc on a compris que le 2K en fait, c'était la séance ciné de base. Le 5-6K, mais plutôt le 6K, va être utilisé pour pouvoir fournir en fait une version IMAX digitale. Où c'est qu'on peut retrouver le 4K? Vous pouvez le retrouver aussi derrière un autre format en salle, où il y a un 4 et un D et un X, parce que vous l'aurez remarqué, l'écran de la 4DX est plus petit que l'IMAX. Donc voilà, on retrouve aussi du 4K, donc voilà, pour une œuvre aujourd'hui. Donc si vous travaillez en post-production cinématographique, et que c'est exploité en salle, et qu'il y a du budget, dites-vous bien que sûrement que ça sera tourné en 8K, pour que vous exportiez 3 versions différentes, du 2, du 4 et du 6. Donc c'est comme ça qu'il faut le comprendre aujourd'hui. Alors, à la question que vous pourriez me poser, est-ce qu'il y a au-dessus du 8K? Oui. Il y a du 12, donc le 12K c'est 12 288 par 6480, et nous avons du 16K, voilà, qui aujourd'hui est encore un format expérimental, qui propose une résolution pixel pour pixel, pour peu qu'on puisse l'afficher, de 15 360 par 8640. Mais la question que vous pourriez vous poser, vous pourriez dire, mais... Eddy, à un moment donné, on est beaucoup sur Terre, le prix de l'immobilier augmente, je pense pas que le salon, dans l'avenir, va augmenter sa superficie, et puis qu'est-ce qu'on va foutre avec un écran aussi grand? À quoi ça sert de faire des résolutions de cette taille-là? Ça serait un bon raisonnement, une bonne question, et derrière viendrait l'autre question, quel est l'avenir en fait de ces résolutions? L'avenir ce n'est pas l'écran physique. Si on regarde le casque Vision Pro de chez Apple, vous comprendrez que l'avenir c'est le virtuel, et que dans cet espace qui n'appartient pas aux contraintes physiques, si vous avez déjà vu la bande démo du casque Apple, vous verrez qu'on peut augmenter manuellement, voilà, quand vous êtes dans l'écran, la taille de son écran pour qu'il puisse nous entourer, donc c'est immersif. Donc voilà l'avenir, elle ne se passera pas dans le monde physique, voilà. Donc si on continue une course aux résolutions comme celle-ci, ces résolutions-là ont pour but d'être utilisées dans un environnement virtuel. Donc bien entendu que la VR, bien entendu que ces casques-là, tous ces OS-là, tout cet univers-là, c'est plus de la science-fiction. Gardez toujours en tête que la science-fiction, que ce soit en littérature ou en cinéma, inspire des chercheurs, et que ces chercheurs inspirent la littérature. La littérature et le cinéma, c'est un cercle vertueux. Donc ce qu'avait proposé Steven Spielberg dans Minority Report sur la gestion des images avec un casque, c'est un peu le futur qui nous attend pour les softs de montage, pour pouvoir livrer dans cet univers-là, et quand on regarde Ready Player One, finalement, c'est aussi ce qu'on peut obtenir aujourd'hui avec le gaming, donc, et ces casques-là proposés par Apple, donc en fait, on y est déjà.
Voilà, donc c'est plus de la science-fiction. Il y a qu'à voir aussi, voilà, sur un autre sujet, les obsessions et de la SF, notamment par rapport à l'intelligence artificielle. Ce que disait James Cameron dans Terminator et ainsi de suite. Regardez un petit peu ce qui se passe depuis 2 ans avec l'arrivée de la révolution OpenAI. Donc effectivement, à un moment donné, la fiction rejoint le réel, et ainsi de suite, et c'est plutôt une jolie réflexion à ce niveau-là, hein. Donc on pense aussi à toutes les grandes inventions, hein, notamment inspirées par Jules Verne, qui lui-même s'était inspiré des recherches de De Vinci. Donc voilà, c'est assez intéressant de finaliser cet épisode sur les résolutions avec cette réflexion entre fiction et réalité. Donc gardez en tête que aujourd'hui, ce qui est important avec la résolution, c'est d'anticiper les nouveaux formats et les basculements au niveau des modes de diffusion. Voilà. Et donc ça, c'est une norme à prendre en compte dès le départ. Et petit retour aussi d'expérience, c'est que bien savoir gérer ces résolutions vous permet aussi d'économiser peut-être des moyens de tournage. Je vous donne un exemple. Généralement, contrairement à ce qu'on peut observer sur le style YouTubeage dégueulasse, du faux raccord plan sur plan, voilà, parce que ne pas confondre la réutilisation, ça on y reviendra sur les styles de montage, intelligente du jump cut par les précurseurs du YouTuber, et le jump cut dégueulasse que l'on voit aujourd'hui, qui n'a aucune notion narrative ni esthétique. C'est juste des gens qui n'arrivent pas, en fait, enfin, qui n'ont pas les connaissances, qui n'ont pas le matériel et qui ne savent pas enchaîner plus de 2 mots sans se planter. Donc, ce qu'il faut comprendre quand on fait une interview en face cam ou des chants contre chants, mais bon, globalement une interview, c'est que pour masquer la coupe au raccord, on va se baser en fait sur l'échelle de plan et sur la loi des 180 degrés et la loi des 30 degrés, notamment sur son axe, et on va enchaîner plan large et plan rapproché, ce qui permet d'éluder les phrases, et ce qui permet, avec le cut, de pouvoir masquer la coupe, voilà, et le raccord, et de passer d'un plan à un autre. Donc souvent, ça se fait avec 2 caméras à la prise de vue. Du coup, de bien connaître ces résolutions, on peut s'épargner sûrement une cam aussi. Donc c'est-à-dire que si on livre en 1920 par 1080 et que l'on tourne du coup dans l'équivalent, c'est-à-dire le UHD, donc on est 2 fois sur le format. Donc ça veut dire que si on a fait, moi c'est ce que je vous conseille, vous tournez du coup, allez, si vous installez la personne assise, c'est l'équivalent d'un plan américain, vous avez la possibilité de pouvoir, si vous avez décentré et cadré bord cadre, gauche ou droite la personne, de pouvoir respecter cette règle des 30 degrés, de garder en fait cet axe avec le regard qui est dans l'angle, et de pouvoir recadrer jusqu'à 50% de plus, donc arriver à un plan serré, épaule, et ça marche plutôt bien. Donc ce raisonnement, vous l'avez quand vous faites du 4K vers, de l'UHD vers du Full HD, vous pouvez l'avoir aussi si vous passez d'un 8K vers un 4K, et ainsi de suite. Nous on l'avait, moi je l'avais, ce raisonnement, je l'ai depuis le début, hein, depuis que j'ai commencé à bosser en télévision, et on faisait ce raisonnement entre déjà la HD et le SD PAL anamorphosé. Donc voilà, on recadrait comme ça. Donc ça permet ça. Ça permet aussi de re-rythmer les plans, voilà, quand on va monter, je vous parle de mon expérience sur Energy 12, quand des fois on n'a pas beaucoup de plans, ben on recoupe dans le plan, on rezoome, ça fait un rythme, on a l'impression qu'on a resizé, donc ça fonctionne plutôt bien. C'est vraiment ce genre d'outil qu'on utilise sur des prods où il y a peut-être moins d'argent, pour pouvoir gagner en rythme et gagner en efficacité et baisser un peu les coûts. Donc effectivement, maîtriser ces résolutions permet de faire ça. On va conclure cet épisode sur les résolutions avec un petit comparatif entre la petite guéguerre entre argentique et numérique, en retenant quelques infos. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que à quel moment le numérique, donc le digital, donc c'est-à-dire les 1.0, la fabrication de fichiers et pas la pellicule, va rejoindre en fait le format pellicule après tirage optique, et ben c'est par les biais de Monsieur Cameron en 2009 pour Avatar,
qui est le premier blockbuster full numérique. Et en plus, il développe la technologie de la stéréoscopie. Donc, il tourne avec une Sony Cinealta, qui va retrafiquer avec son frère. Hein. Voilà, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Cameron, c'est une famille. Hein. Il y a un frère qui s'occupe de la technique et qui lui fabrique des prototypes de caméras. Et il y en a un autre, en fait, qui entraîne, parce que c'est un ancien militaire, qui entraîne notamment les Sam Worthington, les Michael Bain, on va citer les acteurs célèbres, Terminator, Avatar, pour que ce qu'ils fassent à l'écran soit crédible. Et il sera projeté en IMAX digital 5K. Voilà, ça c'est pour 2009. On est déjà en 2009. À côté de ça, Cuarón, pour Gravity en 2013, lui, il va faire un tournage hybride. Donc il va faire du 2,8K ARRI format RAW, voilà. Et il va insérer de manière partielle de la pellicule 65 mm pour ensuite, après tirage optique, mélanger tout ça en post-prod et obtenir un IMAX digital 5K. Ça, c'est pour Gravity. De l'autre côté, 2014, nous allons avoir Christopher Nolan qui, lui, va combiner du 35 mm anamorphique, donc du 2,35, et de l'autre, un IMAX 70, pour une exploitation en IMAX 70 et en IMAX digital 5K. Donc Nolan déjà, en 2014, il avait déjà fait aussi pour The Dark Knight, va partir de la pellicule, ressortir en pellicule et aussi en format digital, avec le gain du grain pellicule pour le format de fichier digital. Parce que gardez en tête que ce que vous regardez au ciné, 99,9% du temps, est un format de fichier digital. Hein. Donc qu'il était tourné en pellicule ou qu'il était tourné en numérique, le résultat, c'est que c'est un fichier qu'on vous projette avec un projecteur numérique. 2015, autre aficionados de la pellicule, c'est le tournage des 8 salopards, The Eightful Eight, donc tournage en négatif 65 mm, plus des objectifs 70 mm. Donc, ça veut dire qu'il s'amuse en fait comme certains avec certains types de caméras, c'est-à-dire quand vous prenez, je sais pas moi, une Blackmagic 4K qui a notamment au niveau de son ratio, voilà, ISO, au niveau de son format qui est un 4:3, quand on lui met une bague pour mettre un objectif Canon supérieur, il faut faire des calculs pour obtenir en fait le bon ratio image, qui est souvent des compromis. C'est souvent légèrement au-dessus du 4K ou légèrement en dessous. Là, c'est à peu près le même raisonnement, c'est-à-dire qu'on prend un négatif 65 mm, donc voilà, donc qui est dans ce format-là, et l'objectif plus gros, pour un résultat, voilà, qui est proche, en tout cas, pour les 8 salopards, d'un 8K après tirage optique. Donc c'est assez intéressant, ces réflexions, et c'est souvent des réflexions de chef-op, hein, parce que Tarantino a cette volonté, et c'est là où son chef opérateur, ou sa chef opératrice, va faire ses calculs et ses compromis, du coup, entre la cellule photo de la caméra, la pellicule, et l'optique qu'on ajoute par-dessus. En 2023, pour les besoins d'Oppenheimer, bon, bah, c'est un petit peu Nolan qui plie le game, parce que lui, il fait une combinaison d'IMAX 65 et de 65 mm large format pour un tirage optique qui équivaut à un 12K. Voilà, pour quelque chose qui est tourné entièrement en pellicule. Bon, on connaît la suite en termes de succès. Donc, pour vous faire un point là, à l'heure actuelle, donc le match est plié du côté des naturalistes, hein, donc entre IMAX 70 et 8K numérique. Bon, qui c'est qui gagne ? Et pour l'instant, c'est l'IMAX 70, mais pour combien de temps ? On ne sait pas encore. Donc voilà ce qu'il faut retenir en 2025 sur cette norme qui est la résolution. Gardez en tête qu'avec le framerate, ce sont les deux choses que l'on considère même avant de tourner, même avant de monter. Donc c'est-à-dire c'est vraiment ce raisonnement qu'on doit avoir pour pas se planter, parce que gardez en tête aussi que contrairement à du compositing 2D ou 3D, où on crée nous-mêmes les images et qu'on peut modifier en cours de route, si on s'est planté au tournage, que ça soit sur le framerate ou la résolution,
Bon, alors certains ou certaines me diront oui, mais avec les IA, non, avec les IA, même si tu prends Topaz, à un moment donné, ça va te coûter un organe, c'est quand même un processus informatique qui va retraiter tes images. Gardez ça en tête encore une nouvelle fois aujourd'hui, hein. Donc, effectivement, si on s'est planté au tournage, il n'y a pas de miracle, hein, voilà. Si vous avez tourné dans le mauvais framerate ou dans la mauvaise résolution, vous ne pourrez pas faire de miracle en post-prod, et les 3/4 du temps, qu'est-ce qui se passe ? On retourne, gratuitement, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le retour du réel. Malheureusement, c'est un peu ça la vie. Donc j'espère que cet épisode sur les résolutions a permis de débunker certaines choses pour vous. Et gardez en tête que l'objectif de Shot & Cut, c'est de vous partager des retours d'expérience, de vous expliquer aussi que malgré que ces outils se soient propagés de manière digitale et que ça semble à la portée de tout un chacun, il y a quand même des règles à respecter. Et c'est pour cette raison aussi qu'on appelle ça un métier. C'était Shot & Cut, et à Shot & Cut, on découpe l'image et le son. Et coupé! C'était Shot & Cut, le podcast qui découpe l'image et le son.